aussi, je pense qu'elle ne sera pas là. On va attendre encore 1 ou 2 minutes avant de commencer. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut Marc-André. Salut. Je vais mettre dans le chat le formulaire de présence de tes informations pour le remplir. OK. J'allais le faire, mais si t'es bonne pour le faire pour moi, c'est gentil. Est-ce qu'on commence? Tout le monde est prêt? Oui? Oui. Oui. Tu me laisses commencer, François, ou tu voulais dire un mot ou deux? Écoute, je te laisse le stage, mon ami. J'ai fait l'introduction la première fois. J'ai pas besoin d'ajouter plus. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Puis merci, Jean, de ton application. J'ai bien hâte de voir le module 2. Moi, j'ai déjà appliqué plein de trucs. Fait que voilà, je suis l'étudiant aujourd'hui. D'accord. Bonjour tout le monde. On est 7 personnes. Je crois que tout va être enregistré encore, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, je veux juste que vous soyez avisés comme quoi que pas faire trop de niaiseries parce que c'est enregistré. Donc, avant de débuter, juste s'assurer que tout le monde s'inscrit par rapport au formulaire de présence qui est affiché dans le chat. Donc, pas hésiter, si vous avez des questions, des commentaires, des menaces, mais simplement, on continue comme on l'a fait la dernière fois. Donc, aujourd'hui, encore une fois, je vous demande de participer, d'allumer votre caméra, de poser vos questions. On n'est pas beaucoup, fait que vous pouvez même les poser directement comme l'autre fois. Ça avait bien été. On avait réussi à finir dans les temps et à bien assimiler tout ça. Je préfère qu'on soit capable de bien s'exprimer dans tout ça. Puis encore une fois, il va y avoir une pause biologique de prévu dans ça. Montrez votre présence. Donc, vous êtes... je vois Marie-Claude, Marc-André, Nathalie, Lorraine, François et classe de formation. Karen. Donc, je vais vous rappeler qu'aujourd'hui, la formation qu'on est dans l'atelier numéro 2, puis dans cet atelier-là, l'objectif, c'est de créer dans chacune de vos réunions un sentiment d'accomplissement pour vous et vos participants et que je veux que vous augmentez l'efficacité de vos réunions de 50 %. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer parce qu'on va en parler dans très peu de temps, de voir comment ça s'est passé votre exercice.
À travers tout ça, on a fait l'atelier 1 déjà, qui était comme l'ultime réunion, sa préparation. Aujourd'hui, on va parler de l'ultime réunion, sa facilitation. Donc, on va parler beaucoup, beaucoup plus de facilitation de la réunion. Comment est-ce que pendant la réunion, on agit, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille, quelle est notre posture, comment qu'on bouge dans ça. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre à bien structurer les 7 étapes de la préparation. Oh, non, excusez-moi. L'atelier 1, je fais encore un résumé sur l'atelier 1. On a vu les 7 étapes pour préparer et aligner et bien aligner la réunion. Ça, c'était qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, on a passé à travers les 7 étapes de la préparation pour être sûr que la réunion se passe bien. Mais maintenant, si moi, je vous demande à vous autres, votre exercice de réunion, comment ça a été? J'aimerais ça qu'on fasse un tour de table, puis j'aimerais ça que tout le monde puisse s'exprimer. On va prendre au moins un 15 à 20 minutes pour parler de ça, voir comment ça a été. Fait que chacun à tour de Zoom peut prendre un peu le pôle puis m'expliquer de son expérience, finalement, comment il s'est senti, comment que ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'ils ont vécu ça, qu'est-ce qui a changé dans la manière de faire une réunion. Fait que je vous écoute. Moi, je peux peut-être commencer parce qu'on a eu une drôle de conversation hier. J'ai organisé une réunion avec François et Marc-André pour parler d'un système de CRM. Puis j'avais mis, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 15 ou 20 minutes. Quelque chose de super rapide parce qu'au départ, je m'attendais vraiment à faire « T'es à l'aise avec ça? On fait telle chose? Oui, parfait. » Finalement, dès qu'on s'est assis, on s'est mis à parler puis à créer quelque chose de super intéressant. Puis les trois, on était motivés. Donc, à la fin de l'heure, on s'est regardé et on a dit c'était un excellent 15 minutes, merci beaucoup. Et on était vraiment, vraiment satisfaits de la rencontre. Fait que je me suis souvenu que dans le premier atelier, on avait vu une portion où c'était on réajuste au fil du temps. Si on voit que ça déborde, on réajuste et on s'assure que ça fonctionne pour tout le monde. Puis la conversation allait tellement bien, puis on franchissait tellement des bonnes étapes intéressantes que ça continuait. Puis à la fin de l'heure, c'était comme si on avait... En fait, on a tous réglé les petits problèmes qu'on cherchait à régler depuis un bon moment. Fait qu'on était tellement satisfaits que même si ça a débordé, ça a vraiment valu la peine. D'accord. Fait que voilà. Fait que moins 10 pour le temps préparé, mais 100% pour les sujets discutés. Il y a quelqu'un qui est en attente en passant. Je ne sais pas si vous êtes capable de l'admettre. Non, j'ai été admise. OK, parfait. C'est déjà fait, je suis. Inquiète-toi pas, j'ai l'œil là-dessus, mon Jean. OK. Donc, dans ça, Karine, tu vas voir qu'on va revenir dans ça en termes de tantôt de gestion du temps. Comment est-ce que, et là, dans le fond, si j'amène ce que tu as vécu, si c'était une réunion prévue de 15 minutes, comment est-ce que tu as réussi? Comment est-ce que, en fait, le respect de l'horaire de tous a été vraiment mis de l'avant? Et comment est-ce qu'on est resté dans l'atteinte de l'intention et de revalider cette intention-là de réunion au cours de la réunion? Oui, elle coulait bien, mais comment cette réunion-là serait passée s'il y en avait un qui avait eu un meeting important 15 minutes après? Oui, ça aurait vraiment été complexe. Oui, ça aurait été complexe et vous auriez perdu votre flow, votre flux créatif. Mm-hmm. Donc, dans ce cas-là, oui, votre réunion, elle a été efficace, mais est-ce qu'elle a respecté l'intention que tu avais au départ? Est-ce que... Ça, je ne suis pas sûr, OK? Non, c'est ça. L'intention cachée peut-être, mais l'intention de la réunion, c'était de donner de l'information et finalement, ça a été de... Je ne sais pas comment dire, comme régler une situation vraiment précise. D'accord. Bon, ouais. Donc, entre ce que tu as préparé et ce qui a été réalisé, ça a été deux choses. Donc, de manière... Toi, je peux me permettre de te le dire à toi. Donc, tu as perdu ton temps à préparer ta réunion parce que ta réunion n'a pas servi à ce que tu as préparé. Oui, mais finalement, en t'écoutant, je me rends compte que j'avais fait une rencontre de préparation avec Marc-André avant pour arriver préparé et que ce soit super efficace. Mais là, je nous connais, je sais que ça va peut-être arriver. Donc, si j'ai à refaire une préparation de réunion et que je me rends compte de ce résultat-là, il faudrait que j'allonge
la réunion pour laquelle je m'étais préparée pour être sûre de changer puis de préciser l'intention. Ouais. Ça, c'était clair? Oui, mais tu vas voir que tout ce que tu as vécu, là, je vais m'en servir tout le cours par rapport à tout le reste, qu'est-ce qui s'en vient. Super. Dans le fond, je pense que j'étais là dans la rencontre, évidemment. Là, c'était, le but initialement, c'était comme Robert Stamp, c'est-tu correct, François, mais il y a énormément d'informations que moi j'avais dans ma tête qui avaient un impact sur ce qu'il voulait faire. Puis là, on s'est mis à. Au lieu de dire ah non, ça ne marche pas, recédulons une rencontre pour arriver à cet atelier de travail-là pour faire ça, on l'a fait on the spot. Oui. Fait En fait, j'ai aucun problème que ça soit fait. OK? Moi, ce que je vais amener aujourd'hui, c'est qu'il faut le dire, il faut que tout le monde en soit conscient. Oh ouais. OK? C'est ça la nuance. Oui, puis moi, comme j'étais aussi participant à la rencontre, je n'avais pas planifié une heure. Ça a bien tombé, mais je ne l'avais pas planifié. Puis comme tu dis tantôt, ça aurait très bien pu arriver que je ne puisse pas terminer et que là, je brise le flux. Et donc, on aurait... Puis moi, j'ai planifié mes déplacements, mes choses vraiment en fonction que ça ne serait pas long. Puis là, je n'étais pas dans une situation optimale, mais j'étais dans une situation optimale pour... ça a bien tombé pour être créatif. Donc, ça a juste tout s'est enligné, mais ça aurait pu être un flop qu'on aurait dû recéduler, mais on a été chanceux. Il faut être chanceux des fois dans la vie. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, ce que je veux juste vous mettre de l'avant ici, là, c'est parfait. Vous avez eu une réunion qui a eu un succès et qui a été efficace. Parfait. Mais après ça, ben, par rapport à ça, qu'est-ce que vous apprenez de ça? Puis qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire pour que la prochaine fois, si la malchance arrive ou si ça ne se passe pas, que tout tombe parfait, là, ben, comment est-ce que vous êtes capable de réagir dans une situation qui arrive où ce n'est pas parfait? Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, entre autres. C'est bon. Merci beaucoup, Karine. Il y en a-t-il un autre qui veut prendre la pôle pour parler de son expérience? Oui, moi, Nathalie. Oui. Dans ces temps assez bizarres, nous, on a dû faire des licenciements. Oui. Et des licenciements par Zoom, ce qui n'est pas évident, là. C'est pas des choses que... Oui, premièrement, des licenciements, on n'a pas l'habitude parce que c'est des gens qu'on a depuis 20 ans et plus, là. Donc, déjà, la préparation, c'était de la faire via vidéo, les 4 associés ensemble, là, parce qu'on était 4 associés à parler à 8 employés qu'on devait mettre à pied. Et puis, donc, on s'est préparé déjà en faisant des courtes présentations, puis de mentionner qu'est-ce qu'on allait chacun dire, chacun notre tour. Donc, on a fait 3 réunions Zoom ensemble. Okay. Ça a été notre présentation. Ensuite, on a envoyé par courriel l'invitation aux employés qui avaient des... Bon, ils ont été premièrement appelés aussi individuellement pour leur dire qu'il y aurait pas une présentation, mais une réunion Zoom sur le licenciement qui va avoir lieu officiellement demain, là. Okay. Donc, ça a été une autre préparation qu'on a faite. Et puis, on s'est assuré aussi que tout le monde savait comment faire fonctionner le Zoom. Donc, avait une caméra, avait un micro. Et de voir aussi, quand ça a été le temps hier de la présentation, bien d'être sûr que tout le monde avait son micro ouvert, sa caméra, de voir comment les gens allaient aussi, un petit peu de personnel, là, 5 minutes avant le sujet vif, là. Et on a dit qu'on avait 40 minutes, puis on n'a pas pris le Zoom professionnel, donc ça nous a permis de rester dans notre temps de 40 minutes. Et la réunion s'est bien passée parce que, bon, on a exprimé comment ça allait se passer, quelles étaient leurs ressources, qu'on était là aussi pour eux par la suite, que si ça reprenait, bien, qu'on voulait les réembaucher, là, mais c'est assez spécial quand même, là. J'ai eu le moton, là. Oui.
Comment ça s'est passé? Comment que le fait de t'être préparé avant a rendu cette réunion-là plus efficace? Bien, ça fait en sorte qu'il y a moins d'hésitation quand on leur parle. Mhm. On fait les points, on sait qui va parler à tour de rôle. On s'est pratiqué aussi dans le discours qu'on voulait donner. Donc, ça donne une certaine assurance. Puis les gens l'ont senti, puis bon, ils comprenaient la situation, là, mais je trouve que ça s'est bien passé. Même après, là, le feedback qu'on a eu, là, c'était très positif, malgré la situation. Oui. On comprend que même dans ce cas-là, le message il fallait faire vraiment attention, il fallait qu'il soit vraiment précis, il fallait qu'il soit vraiment ajusté. Donc, la préparation, elle prend encore beaucoup plus son sens dans ce temps-là. Ouais. Et naturellement, on a plus tendance à vouloir le faire, cette préparation-là. Mais on voit comment l'importance que ça soit prêt change le message, change l'efficacité de la réunion et change l'information qui est rendue. Oui, puis en tout cas, à mes associés, je leur ai dit qu'on avait regardé les types de réunions, puis de choisir vraiment, on n'est pas face à eux, mais c'est quoi notre intention, puis c'est quel type de réunion qu'on veut faire, là. C'est vraiment de les informer, de leur donner des outils, puis de les accompagner, si on peut dire. Oui. Puis je viens de ramener que dans l'intention, il y avait 2 éléments. Tu sais, il y avait l'élément pratico-pratique, mais il y a l'élément humain dans ça aussi. Puis dans le contexte que tu avais à vivre, ben, c'est l'élément humain. Comment est-ce qu'on veut que les gens qui participent ressortent d'eux? Ben, si tu l'as décrit dans ton intention en partant, mais déjà, tu vas être porté par ça, puis ton message va être porté par ça. Si tu avais beaucoup de bien, tu veux donner beaucoup de bienveillance, par exemple, à ces gens-là qui vont perdre leur emploi, ben, tu vas l'amener naturellement vers là. Oui. Merci beaucoup, Nathalie. En passant, je ne sais pas, mais je ne vois pas ton visage. Ah non? On dirait que c'est peut-être la caméra qui est inversée, je ne sais pas trop. Pourtant. Là, je suis sur mon téléphone, mais... Ouais. On dirait que c'est le derrière de ton... On voit ton livre en ce moment. Ouais. Ah oui, la caméra, OK, je comprends, elle a été inversée, OK. OK, là, je te vois. Oui? Ah, bon. On disait on se disait, ben sûrement qu'elle préfère pas se montrer. OK, non, j'avais pas remarqué que j'avais dit... Avec le licenciement, il y a eu des coups et blessures à travers Zoom, fait qu'elle ne veut pas se montrer le visage. C'est ça, non. Non, même, ils veulent qu'on fasse un Zoom à chaque mois, un genre de petit cocktail, fait que non, ça a bien... Ouais. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience des réunions, de son exercice qu'il a fait? Moi, je peux vous partager la mienne. Oui. J'ai décidé de me faire un template avec ce que tu avais donné comme information dans le cours. Fait que je me suis montée, j'avais une réunion avec un client. Oui. Donc, ce que j'ai fait, je me suis monté vraiment un document avec une colonne, là, sujet, objectif, intention, conditions de succès, l'ordre du jour, le type de réunion, les participants. Puis en dessous, je me suis mis une liste de documents à ouvrir avant ma rencontre. Okay. Avant la rencontre, avant de parler à mon client, j'ai relu tout ce que j'avais monté. Fait que déjà là, comme je l'ai monté, puis que je l'ai relu quelques jours plus tard avant ma rencontre, bien, j'étais déjà dedans. Je me sentais comme plus structurée. Puis, toutes mes choses étaient toutes ouvertes à l'avance. Tout était prêt. Tu sais, j'avais pas de « excusez, je vais juste regarder quelque chose ». Tout était vraiment, vraiment prêt. Puis, j'ai descendu, j'ai pris l'ordre du jour, tu sais, puis j'ai parlé avec le client, puis j'ai dit « aujourd'hui, on va parler de ci, on va regarder ça, on va regarder ». Tu sais, j'ai préparé le client à qu'est-ce qu'on allait parler, dans le fond, tu sais. Et puis, à la fin de la rencontre, je me suis mis comme toutes les petites notes de qu'est-ce qu'on avait discuté ensemble. Fait que j'ai trouvé que moi, ça m'a donné une structure de plus. Puis en plus, ça a comme noté tout ce qui a été discuté dans la rencontre. Parce que quand j'ai pris mes notes après la rencontre, bien, j'ai encore relu mon document que j'avais monté. Puis ah oui, OK, on a parlé de ça, elle a dit telle affaire. Ah, OK, telle affaire, elle avait dit telle affaire. Fait que, tu sais, j'ai trouvé que moi, ça a joué beaucoup sur mon efficacité en tant que telle. Puis, je me sentais super prête. Je me sentais prête pour ma rencontre. Je me sentais que... Puis, ça l'a évité
tu sais, des fois, on va raccrocher avec quelqu'un, puis on se dit « Ah, j'ai oublié de dire telle affaire. Ah, il me semble que c'était pas clair telle chose. Ah, là, tu sais, j'ai vraiment été comme point par point, puis tu sais, je lisais ma feuille. Bien, je lisais. Ouais. Je regardais mon ordre du jour, mes petites affaires, puis tu sais, j'avais des documents de référence. Fait que, tu sais, j'avais pas besoin de... Il n'y avait pas de perte de temps de quoi que ce soit. Tu sais, la cliente était dans un bateau, puis elle se laissait guider là-dedans. Fait que j'ai trouvé que ça m'a donné une belle rencontre, tu sais, que j'ai vraiment maximisé mon temps avec la cliente. Et si tu n'avais pas fait ça dans tes réflexes que tu avais avant de manière naturelle, là, comment ça serait passé cette rencontre-là versus là? Bien, je me suis rendu compte, bien, je le faisais un peu, ça, quand même. Ma planif de rencontre, je fais toujours une planif de rencontre avant de rencontrer un client, bien entendu. Sauf que là, elle était encore plus profonde, ma planif. Tu sais, elle était encore plus précise. Fait que ça évite vraiment d'oublier des choses, de, tu sais, fait que j'étais vraiment satisfaite de la rencontre, en fait. Là, tu sais, puis la cliente s'est sentie aussi, tu sais, je le ressens, là, parce que au bout d'une couple de minutes, tu sais, tu l'as le ton de voix de la personne, tu le ressens, tu ressens l'ambiance de la rencontre, tu ressens l'ouverture. Puis la cliente était contente, tu sais, elle se faisait guider là-dedans. Là, tu sais, il n'y avait pas de... On se dit des choses, mais on ne sait pas trop où on s'en va. Ça lui a donné une structure. Puis en lui donnant une structure de rencontre comme ça, comme on n'est pas face à face, bien, c'est sûr qu'elle, elle se sent prise en charge. Donc, ça doit être sécurisant pour un client aussi en même temps. OK. Merci beaucoup, Marie-Claude. Un petit dernier, peut-être? J'irai si ça vous va. Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour, bon matin tout le monde. Désolé de mon petit retard de 10 minutes. Bien, écoutez, pour ma part, je n'ai pas eu encore à animer une réunion, sauf que je vais être invité à participer à une réunion la semaine prochaine où j'aurai un moment de parole. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là que je me suis préparé. Fait que je pourrais un peu vous présenter là, ma vision des choses en vue de cette rencontre-là. Fait que je vous mets un peu en contexte. J'ai débuté il y a plusieurs semaines un projet de mise à jour d'un plan d'intégration pour des électromécaniciens lors de leur embauche. Et j'ai débuté cette activité-là avec ce qu'on appelle nos coordonnateurs de fiabilité de maintenance. Ils sont 3. Puis là, j'ai mis en place un outil avec eux pour justement leur permettre de reviser l'outil avec qui de droit dans l'usine pour pouvoir remettre à jour ce document de travail-là. Malheureusement, bon, pour X raisons, le projet avance pas aussi vite que prévu. Et la semaine prochaine, je vais être invité à une réunion où les superviseurs et ces personnes-là seront présentes dans cette réunion-là et je vais relancer à ce groupe-là la nécessité de prendre des actions pour remettre en place notre plan d'intégration. Donc, dans les étapes qu'on a eu à préparer, les 7 étapes de préparation, bien, j'ai identifié mon sujet, donc qui est clair, qui est la mise à jour du plan d'intégration des électros. Mon objectif et mon intention, bien, je veux préciser clairement aux gens qui vont être là qu'on doit mettre en place un outil à jour qui va permettre de former et intégrer nos électromécaniciens sur une période de 10 semaines et de nous permettre d'évaluer la période d'intégration pour arriver peut-être même à prendre une décision de réussite ou d'échec de la période d'intégration. Donc ça, c'est mon objectif que je veux énoncer. Et les autres aspects que je considère importants de mentionner, c'est les conditions de succès. Donc, je voulais les aviser qu'à ce jour, nous avons un outil qui a été mis en place pour faire cette mise à jour-là, qui a été, approuvé par mes CFM, mes coordonnateurs de fiabilité de maintenance, mais que là, il faut mettre en place des ateliers de travail avec les partenaires nécessaires pour pouvoir avancer dans la mise à jour de l'outil et finalement, les conditions de succès que je voulais nommer, que je veux nommer, ça va être qu'il va falloir identifier les personnes ressources et les échéanciers. Fait que suite à ça, ben, je m'attends à ce que là, ça va créer une discussion entre
les coordonnateurs de maintenance et les décideurs, qui sont les chefs de secteur et le directeur d'usine, pour enclencher le processus. Puis je vais être là pour répondre aux questions. Excellent. Je remarque dans ce que tu as fait, Christian, Oui. ce que je te dirais, c'est qu'au niveau de l'intention, tu étais très dans le factuel, mais les gens qui participent, c'est dans quel état qu'ils vont, quel genre de message, quel état tu veux que ces gens-là aient en sortant. Et dans ton intention, tu dois à quelque part l'écrire, le deviner, pas le deviner, mais l'écrire, en prendre conscience. Tu sais, je veux qu'il soit engagé, je veux qu'il soit motivé. Tu sais, dans quel état tu souhaites, dans ton intention, que les humains qui participent à la rencontre, eux autres, soient à la fin de la rencontre? Par rapport au quoi que tu amènes? Bien, moi, ce que je souhaiterais, c'est que les gens prennent conscience de l'importance de mettre en place un échéancier afin d'arriver à ce résultat-là dans les meilleurs délais possibles. Donc, c'est pour ça, ah oui, puis j'avais, puis vous me direz si vous êtes d'accord, j'avais mis que mon type de réunion, ça serait une réunion de type statutaire. Parce que, dans le fond, ce que je veux qu'il se passe là, c'est qu'il y ait une décision qui soit prise à mettre en place un échéancier avec les personnes ressources qui vont participer à la mise à jour du plan d'intégration. OK. Je vais poser la question aux autres. Est-ce que vous pensez que par rapport à ce qu'on a compris, c'est une réunion statutaire ou ça serait un autre type de réunion? Personne n'ose? OK. En fait, moi, ce que je sens, c'est que c'est beaucoup plus une réunion d'information que statutaire. OK. Parce que la réunion statutaire, elle a une notion de récurrence qui est dans ça. Et la réunion statutaire, au-delà de la récurrence, il y a comme récurrence régulier ou encore que c'est, comment je pourrais dire, ça fait le point et c'est comme prévu que les deux sont égal à égal dans chacun pousse de l'information un vers l'autre. Ça sert à faire de l'alignement. OK. Donc, pour moi, la nuance est minime. Je ne dis pas que statutaire, c'était pas bon, mais de ce que j'ai compris, je dis que l'information aurait probablement été mieux. OK. Parfait. Parfait. Statutaire, l'autre aussi a quelque chose à préparer et à donner à l'animateur. OK. OK. Excellent. Bien, merci beaucoup. Ça a permis, entre autres, Christian, de passer à travers les 7 étapes. Je voulais juste en passer à travers les 7 étapes qu'on avait parlé de la préparation. Donc, le sujet, l'objectif, l'intention, les conditions de succès, le plan, l'ordre du jour, le type de réunion, qui va participer et c'est quoi l'invitation. Excellent. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé votre exercice. Je tiens à dire que vous allez en avoir un autre cette semaine. Donc, on va commencer vraiment avec aujourd'hui. C'est quoi la mission d'aujourd'hui? Donc, c'est de découvrir les 5 concepts de facilitation de réunion qui permettent d'atteindre des résultats incroyables. Votre réunion sera déjà plus orientée résultat. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux on a parlé du avant. Là, on va parler beaucoup du pendant aujourd'hui, la réunion, et comment ça se passe pendant la réunion. C'est vraiment dans comment ça va. Et on va parler de la facilitation ou de l'animation. Donc, les objectifs, je veux qu'à la fin de notre 2 heures ou 1h30 qui reste, là, maîtriser le déroulement d'une solide réunion de la première à la dernière minute. C'est d'adapter votre facilitation afin de maximiser les résultats à la rencontre et de créer un cadre de fonctionnement pour générer le succès. On va voir à la fin si on y a réussi. Hein? Donc, je vous rappelle les 5 étapes d'une bonne réunion. En fait, la préparation, on en a parlé la dernière fois. Et les autres étapes, on parle de la première minute, de la facilitation, de ce qui se passe pendant la réunion, de la dernière minute et de l'après-réunion. Donc, on a déjà réglé la préparation. On va passer maintenant à ce que j'appelle la première minute. Pour moi, la première minute d'une réunion, c'est comment ça se passe. Et elle est fondamentale, cette première minute-là. Puis en fait, la première minute peut durer 3 minutes, là, c'est pas grave. Mais ce que je veux juste amener, c'est comment est-ce qu'on start et qu'on démarre la rencontre.
L'objectif de la première minute, à quelque part, c'est de confirmer et valider la rencontre avec tous. C'est-à-dire que quand on commence la réunion, on s'assure que tout le monde est ici pour la même raison et la même intention. Et on le verbalise aux autres. J'avoue que dans le cas de Nathalie, tout à l'heure, c'est peut-être moins évident. Ici, notre intention aujourd'hui est de vous dire que vous allez être mis à pied. Ça ne se dit pas, là, OK? Vous comprenez, là? Tu ne dis pas le message avant le message. Mais à quelque part, il faut être capable de verbaliser que tout le monde est là, tout le monde est présent, pas juste présent en termes, on y voit à face sur Zoom, mais vraiment en présence et en écoute. On n'a pas besoin nécessairement d'exprimer nos conditions de succès. Les conditions de succès sont à nous. Donc, on n'est pas obligé. Des fois, ça peut le dire. Mais quand, dans la première minute, on confirme et on valide l'intention, mais en même temps, on ouvre une porte à ceux qui ne sont pas là pour ça de s'en aller. Donc, tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, on est ici dans le but qu'on va vous informer par rapport au nouveau projet qui va être mis en place. Tout le monde est confortable avec ça. Parfait, c'est réglé, on part. On n'a pas besoin nécessairement, donc dans ce que tu as amené, Karine, ta réunion, dans la première minute, bien, ici, on se fait un petit touch point, 15 minutes pour valider que tout le monde est aligné, tout le monde est parfait. Ça, c'était ton intention, ce que j'ai compris. Pas besoin nécessairement d'exprimer les conditions de succès. On doit aussi, s'il y a lieu, sécuriser l'espace. Sécuriser l'espace, ce que ça veut dire, c'est pas nécessairement barrer les portes. Mais c'est de s'assurer que les gens sont en confiance et sont capables de bien exprimer tout ce qu'il va avoir à se dire, qui est aligné avec l'intention. Donc, si c'est quelque chose de hautement confidentiel, mais c'est dans la première minute qu'on va dire, on s'entend qu'ici, ce qu'on dit ici aujourd'hui, ça reste entre nous. On va dire, entre autres, quelque chose comme, je prends pour acquis que tout le monde avait surtout dans une rétrospective, par exemple, tout le monde a des bonnes intentions. On n'est pas ici pour bâcher personne, on est ici pour construire quelque chose. Donc, on sécurise un espace pour pouvoir établir le niveau de conversation qu'on veut avoir. En fonction du type de réunion qu'on a, l'espace a besoin d'être plus sécurisé ou moins sécurisé. Mais prendre un temps pour le sécuriser dans certains cas est vraiment fondamental, surtout dans un cas de rétrospective, par exemple. Où est-ce que là, on va parler comment mieux travailler, puis donc, ou dans une évaluation de performance, ou dans des... C'est important de sécuriser cet espace-là pour créer le climat adéquat de confort, de parler, puis que personne ne va être sur ses gardes, puis qu'on va être capable de dire les vraies choses de la manière qu'on veut qu'elles soient dites. Donc, je vous parlais d'assurer l'écoute et la présence de chacun. Ça, j'en ai parlé. Donc, s'assurer que tout le monde est là. Si, surtout des réunions en présentiel, les personnes sont sur le laptop en train de travailler en attendant que ça commence, bien, dans la première minute, on va aller chercher leur attention pour dire, bien là, on commence, go, pour amener les autres à fermer le laptop s'il y a lieu, selon le besoin qu'il y a. Comme j'ai dit, on va valider la pertinence de chacun, puis on va décrire le fonctionnement et le comportement attendu de chacun. On va résumer grosso modo comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'on s'attend de chacun, comment est-ce qu'on veut que ça se passe. Cette première minute-là, elle peut prendre de 20 secondes à 4 minutes. Là. Vous comprenez? Mais ça, là, ça sert à mettre la table et du pourquoi qu'on est là. Tout simplement. Puis cette première minute-là, vous allez voir, quand la vie vend, ça devient fondamental que les gens, ça start. C'est comme souvent le check-in de pourquoi on part, comment on part, qu'est-ce qu'on fait, comment on arrive, c'est quoi notre intention, puis on est tous alignés pour accomplir le même résultat. C'est ça qu'elle sert la première minute. Est-ce que ça va pour la première minute? Y a-t-il des questions? Non? Excellent. J'ai une question, moi. Quand c'est des statutaires ou des choses qui sont récurrents, j'imagine ça devient presque
Nul. Presque nul, hein, c'est ça. C'est que tu n'as même plus besoin de faire ça, ou à peu près, là, à moins d'avoir un nouveau participant. Là. Oui. Ou encore c'est que tu vas lui dire bon, ben, on est ici pour faire notre réunion hebdomadaire là-dessus. C'est comme parfait, oui, c'est beau. On vient de faire la première minute. Puis c'est là que peut-être que la personne, parce que si toi, tu dis hey, on est là pour faire notre statutaire, puis en passant, à la fin, je voudrais te parler d'une autre affaire, ben là, on met la table pour ça. OK? Ou si l'autre, il dit ben, ah oui, ben, on fait notre statutaire, mais il y a un autre truc que j'aimerais qu'on parle. C'est bon? Maintenant, on va parler de la facilitation. Donc, la 3e étape des 5 étapes d'une réunion. En fait, la facilitation, là, c'est un art en soi. Il existe des formations de plusieurs heures pour apprendre à faciliter des groupes et des rencontres. Aujourd'hui, là, ce que je vous donne, là, c'est la version Twitter de ça, des meilleures pratiques et des meilleurs éléments pour pouvoir, des quick wins faciles pour aller chercher. Et c'est pour ça que j'appelle ça la facilitation, l'animation ou la direction de la réunion. C'est tout le côté comment rendre vivante la durée de la réunion pour pouvoir pour pouvoir avoir des résultats dans ça. En fait, dans la facilitation, le rôle principal, c'est de s'assurer du respect de l'intention. Donc, quand on facilite, il faut rester toujours, nous, avec un petit quelque chose qui roule dans notre tête pour dire tout ce qui se passe là, est-ce qu'on est toujours aligné avec l'intention qu'on a mis pour être capable de le ramener. Le deuxième, ce que je dirais, c'est accompagner pour atteindre les conditions de succès. Donc, on est les gardiens ou le chauffeur du camion, ou tout le monde est, ou de l'autobus, où tout le monde est embarqué dedans pour pouvoir aller vers les conditions de succès que nous, on s'est données. Naturellement que dans des super méga réunions, souvent, la préparation va peut-être avoir plus de monde, et puis dans ça, ben, c'est quelqu'un d'autre qui va faciliter. Dans ce cas-là, cette personne autre-là qui facilite doit savoir ça va être quoi les conditions de succès pour être capable de diriger l'autobus ou le bateau vers la bonne direction. C'est le gardien du temps. Naturellement, selon certains cas et avec l'expérience, on est capable de gérer ça nous-mêmes. Mais dans d'autres temps, il y a peut-être quelqu'un qui est capable d'être gardien du temps. S'assurer qu'on respecte en gros l'échéancier qu'on s'était donné. Le facilitateur, il a comme responsabilité de garder les participants engagés et mobilisés. C'est lui qui va aller chercher l'attention de quelqu'un que tu sens qui part dans sa bulle, qui est comme un peu trop longtemps sur son téléphone, puis qui a perdu le momentum, puis qui va arriver à les faire parler. On va en parler tantôt de tout ça. Mais comment est-ce qu'un bon facilitateur arrive de garder tout le monde, moi j'appelle ça on the edge, là, prêt à répondre, prêt à participant actif dans la réunion. Il favorise l'expression et l'écoute de tous. Il s'assure qu'on est efficace. Et par-dessus tout, il va s'assurer de créer de la valeur. Donc, c'est vraiment la personne, le facilitateur, sa responsabilité principale, c'est le résumé de ce qu'un facilitateur fait, c'est ça. Mais l'objectif, c'est de s'assurer qu'à la fin de la réunion, il y ait de la valeur qui a été créée dans ça et que les gens n'aient pas perdu leur temps. Un bon facilitateur là, pourrait même arriver puis voir quelqu'un puis dire « Excuse François, ici, je pense que c'est pas quoi. Je pense qu'ici, je ne sais pas là, si c'est encore pertinent que tu sois présent. Si tu veux, tu es libre de quitter. » OK? Vous comprenez? Fait que c'est ça qui. Donc, il s'assure de l'efficacité de tout le monde et de s'assurer qu'on arrive à répondre à l'intention. En gros, c'est ça la facilitation. On va passer maintenant aux 5 principes de base en facilitation. Ça va pour ça? Oui. Donc, les 5 principes de base en facilitation que j'appelle, on va passer un par un, je vais passer bien vite là-dessus. Là. Il y a la posture qu'on va avoir, l'écoute,
la présence, les règles de fonctionnement, la gestion du temps et la génération de valeur. Donc, c'est un peu ce que j'ai amené tout à l'heure. Si on parle de posture, en fait, un facilitateur, sa posture, la posture, vous savez, c'est quoi? C'est comme l'attitude qu'on a, nous, en tant que facilitateur. Il y a trois postures qu'un facilitateur peut avoir, puis en fait, il va naviguer dans ces trois-là, puis en fonction du flow et de comment que ça se passe. Il va conduire la réunion. Hein? Il va être gardien de l'ordre du jour. Il va être le chef d'orchestre, que tout ça s'aligne, que tout ça bouge. Il va synchroniser que tous les musiciens jouent ensemble le même morceau de musique. Hein? Donc, à quelque part, dans cette conduite-là, il va ramener son bien hors sujet. On va en parler tout à l'heure dans ça. Il va être un catalyseur. Donc, ça va être la personne qui va rendre tout le travail, il va ramener ce qui se dit pour pouvoir le propulser et l'amener encore plus loin. Il n'y aura pas nécessairement une posture neutre. Et selon comment que ça se passe, dans tout ça, en tant que catalyseur de la réunion, bien c'est lui qui va s'assurer d'aller encore beaucoup, 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 beaucoup plus loin que qu'est-ce qu'on s'attend, toujours en respectant l'intention. Il va coacher aussi. Il va coacher le groupe à être capable d'être en aide au groupe et d'une manière constructive, travailler à identifier les besoins, les souhaits et de voir comment est-ce que collectivement on est capable d'avancer dans ça. En fait, dans cette posture-là, il va être soit debout, assis, et il va être au bout de la table, au milieu de la table, en avant, à côté, face à face. Il y a plein de places que le facilitateur peut être en fonction de comment est-ce qu'il veut que la synergie dans l'équipe se passe. Quelqu'un qui est au bout de la table ou qui est debout, il est en show. C'est lui qui est comme le maître d'œuvre et c'est lui que tout le monde regarde et c'est lui qui est comme le grand leader de tout ça. Mais s'il veut être debout, encore plus de prestance qu'être assis au bout de la table. Mais par contre, si on s'assit au milieu de la table, mais à ce moment-là, ben, quand on est au milieu de la table, on est beaucoup plus inclus dans le groupe de tout le monde ensemble pour être d'une certaine façon égal à tout le monde. Donc, quand vous arrivez dans une réunion, l'animateur doit décider où est-ce qu'il va s'asseoir. Puis souvent, il va arriver un peu avant. Ou au pire, il va demander aux autres de changer de place pour être à la place que lui, dans sa posture, ça va le mieux le représenter. Vous savez, dans les entrevues, là, il y en a souvent qui disaient que si tu passes une entrevue avec quelqu'un pour une job, puis que tu es face à face dans une table, mais là, tu es beaucoup plus en mode confrontation à cause de la table. Ta posture dit ça. Si tu es à côté puis tu parles un peu de billets, mais à ce moment-là, tu es beaucoup plus en collaboration. Donc, entre autres, dans une entrevue, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui est l'autre bord du bureau, un qui est à côté du candidat, puis il y a comme la notion de bon cop, bad cop dans la manière qu'on va poser les questions. Donc, la place qu'on s'assoit ou la place qu'on est, elle a de l'influence. Si on est dans un atelier de travail qu'on facilite, puis qu'on veut que nous, on veut en être pas dans l'atelier, mais à ce moment-là, on va laisser, par exemple, une table, tout le monde assis autour de la table, et nous, on va être reculés, on va se promener debout autour de la table. Mais on va s'assurer que tout le monde ferme un cercle avec la table. Ou encore un cercle que les gens parlent entre eux, mais encore une fois, on va s'assurer d'être en arrière d'eux autres si on veut que l'énergie ou le sens soit vraiment vers eux et que nous, dans ça, on a peu d'influence. On n'est que le conducteur ou le coach de notre réunion. En fait, dans la posture, on doit être un motivateur, un agent de liaison. On doit être clairvoyant. On doit anticiper ce qui s'en vient un peu, puis de pouvoir être capable d'aider, de sentir ce qui se passe. On doit être reconnaissant avec ce que les gens disent. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je sais que ça n'a pas été tough, ça a été tough pour toi. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Maintenant, on fait quoi avec ça?
On est gardien de la paix. Dans certaines réunions, c'est nous autres qui allons apaiser l'énergie si l'énergie devient trop conflictuelle, entre autres. On a un devoir d'être le plus possible neutre et modérateur. Des fois, on n'a pas le choix. Dans une réunion de 3 ou 4, on n'a pas besoin, mais en tant que facilitateur, on doit être le modérateur. Et donc, si on a une réunion, et cette réunion-là, nous, on sait que ça va aller, il va y avoir de la tension qui va être générée, mais peut-être avant la réunion, c'est de prendre à quelqu'un et dire « J'aimerais ça que tu modères la réunion aujourd'hui parce que moi, je vais être trop sur le spot pour être facilitateur. » Vous comprenez ça? Il doit être générateur d'idées. Dans certains cas, il va être directif. Mais il va surtout être un leader dans tout ça. Est-ce que ça parle, ça, par rapport à la posture de facilitateur? Oui, sauf que maintenant, avec le Zoom, là, c'est difficile, premièrement, de choisir sa place. Oui, ça, je suis d'accord. Et je ne sais pas dans mon cas, mais nous, dans notre entreprise de 40 personnes qu'on était, là, on est animateur, on est facilitateur, on est tout en même temps. Donc, c'est ça qui est difficile aussi, d'appliquer toutes les... En fait, moi, ce que je t'amène dans ça, c'est que tu dois être... C'est que dans la réunion que tu as, c'est toi qui animes la réunion. Tu dois te rappeler que tu as cette responsabilité-là que je viens d'afficher là. Cette responsabilité-là est sur tes épaules à toi. Que ça se fasse. Parce que si, par exemple, je prends l'exemple parce qu'il est plus frappant, là, le gardien de la paix. Bien, si ça devient il y a une tension, puis ça devient conflictuel un peu, bien, tu as une responsabilité d'apaiser cette énergie-là pour pouvoir construire avec. OK. Ouais. Okay. Ça fait-tu du sens? Oui. Oui, OK. Moi, je vois ça, ça prend plusieurs qualités qui sont pas nécessairement faciles à acquérir. D'expérience aussi, puis c'est comme de devenir un bon facilitateur. La question que je me pose, c'est s'il y a une de ces choses-là que tu dis ça, il faut que je développe ça. Comment tu vois ça, mettons? À vrai dire, pour moi, là, l'élément le plus important, c'est ce qu'il y a dans les 3 cercles. OK? Sachant que je dois conduire, je dois coacher, puis je dois catalyser ma réunion. C'est ça le plus important que tu dois travailler dessus. Après ça, le reste, ben, c'est comme ça donne des postures, des différentes postures que toi, tu t'adaptes en fonction de comment est-ce que ça se passe. Mais comme j'expliquais, c'est un art. Là. Il y a des cours qui prennent 1 année avant d'être facilitateur. Là. Moi, ce que je vous montre ici, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Puis je vous dis qu'il faut savoir que la posture est importante, qu'on peut changer de style dans notre posture au cours de la réunion. Voici les différents qu'on peut avoir. Mais tout ce qui nous guide, c'est qu'on veut coacher, conduire et catalyser la réunion. Ça parle-tu, François? Oui. Non, c'est ça, mais c'est... Des fois, c'est cette partie-là de se voir aller. On ne se filme pas, on ne sait pas... On peut s'imaginer être bon là-dedans, mais c'est l'équipe qui ultimement, ou c'est l'énergie du groupe. Je trouve que ça fait aussi mettre beaucoup de pression, de guillemets, sur cette personne-là pour que ça réussisse versus quand on a une rencontre de 3, 4 ou 5 ou 10. C'est comme la qualité d'une réunion, c'est tout le monde qui est impliqué aussi. Fait que c'est cette partie-là que je ne sais pas comment doser ça. OK. Ben, ça devient facile pour l'équipe de faire « Ah, ben toi, t'es pas ça, donc c'est pas bon, c'est ta faute parce que tu fais pas tout ça. » Right? Ou tu le fais... Fait que c'est cette partie-là que je me questionne à ce moment-ci. Là. OK. Oui, Christian. Oui, Jean, sur l'observation de François, ça me fait penser, tu sais, dans le fond, là, c'est de la gestion de changement là, qu'on est en train de faire, hein, de vouloir amener une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire dans nos réunions.
Puis évidemment, notre public est peut-être habitué à être dans des réunions décousues et non efficaces. Puis là, boum, on arrive pour être efficace. Moi, en tant que, dans mes expériences de formation, j'ai souvent des fois exprimé aux gens, dire, écoutez tout le monde, aujourd'hui, dans le cadre de la formation, je mets quelque chose en pratique, je mets quelque chose de nouveau. Je vais aujourd'hui animer ma réunion différemment que je l'ai faite dans le passé parce que je vais mettre en pratique des concepts que j'ai appris dans une formation sur comment mieux gérer une réunion d'équipe. Donc, je vous invite à embarquer là-dedans. Je vais peut-être être un peu malhabile ou je vais peut-être des fois sembler différent dans mon approche. Est-ce que finalement, ma question, là, puis est-ce qu'on peut justement faciliter ça, tu sais? Ou est-ce qu'on peut préparer les gens aussi à se dire, bon, on s'en va en réunion d'équipe, puis là, il va y avoir quelque chose ça va être fait différemment, tu sais, pour que les gens s'attendent un peu, puis qu'ils puissent peut-être mieux s'adapter au changement. C'est super ton idée, Christian, parce qu'en fait, dans ça, c'est quelque chose qui se dit dans la première minute. Puis après ça, dans ça, tu sais, vous voyez ça gros peut-être, mais je veux juste que vous voyez ça comme guide, parce qu'il ne faut pas dénaturer qui vous êtes de toute façon. Puis il y en a qui sont déjà d'avance beaucoup plus directifs que d'autres. Il y en a qui sont plus... gardiens de la paix, déjà naturellement. Mais je veux juste que, en termes de responsabilité, à quelque part, c'est ce que je veux amener par la personne qui anime la réunion, qu'est-ce qu'elle a à vivre. Puis par rapport à ce que tu dis, Christian, ben dire oui, je l'essaye, puis de dire ben plus tard, ben à la fin, ben, j'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, etc. là-dedans. Puis vous allez apprendre de ça, puis vous allez vous adapter. Mais ça, c'est l'expérience qui amène ça. Tu sais. Okay. Puis là, j'ai juste pensé à ça, là, OK, de même, juste vous mettre comme ça. Quand j'ai commencé à intervenir pour répondre à ta question, Christian, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai été dans la reconnaissance. Hein? J'ai dit merci, Christian, c'est super bien ce que tu as amené. Tu sais, là, c'est comme. Là, j'ai pris la reconnaissance pour aller là. Pour pouvoir te reconnaître ce que tu dis et on continue. Tu sais, vous voyez, c'est pas des grosses affaires, c'est des petites choses qui, tranquillement, on en prend conscience puis on avance. Oui, puis en même temps, c'est pas la même chose faciliter une formation, une forme de réunion, que de faciliter un call de vente que Marie-Claude décrivait tantôt. Tu sais, c'est pas en tout la même genre de facilitation. Ni l'exemple de Nathalie qui doit annoncer à son équipe qu'elle met à pied 8 personnes. Tu sais, c'est toute la facilitation, mais ces affaires-là sont toutes à des degrés différents, j'imagine. Oui, mais en fait, ça, c'est tous des types de postures que vous pouvez avoir. Ah, OK. OK. On continue? Oui. En fait, on va passer à la deuxième principe de base dans la facilitation, qui est l'écoute et la présence. En fait, pour avoir une bonne écoute, un bon facilitateur, il faut qu'il y ait une bonne écoute. Faut qu'il y ait une bonne écoute, puis entre autres, il faut qu'il soit à l'affût du non-verbal. Fait que si on commence par avoir une bonne écoute, bien en fait, pour avoir une bonne écoute, à ce moment-là, ce qu'il faut faire principalement, c'est d'être vraiment en contact avec la salle et les gens tels qu'ils sont. Il faut oublier ses opinions. Il faut accueillir tout ce qui se dit. Donc, tout ce qui se dit dans la réunion, on prend pour acquis que si une personne prend du temps pour le dire, elle ne le dit pas pour rien. Hein? Donc, il faut l'accueillir il faut avoir de l'ouverture dans ça. Il faut avoir un relais pour sa propre opinion. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on facilite, ben, on va prendre l'opinion. Nous, on en a une, c'est clair. Mais après ça, c'est que si on a la nôtre à exprimer, on doit changer de posture. Comprenez qu'accueillir l'opinion, on doit être le plus neutre possible. Puis après ça, changer de posture. Bon, ici, ça vous empêche. Ici, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, je viens de mettre le pied sur l'opinion et là, je viens d'enlever mon chapeau de facilitateur
puis je prends mon chapeau de participant quelques secondes, je donne mon opinion, j'enlève mon chapeau de participant et je remets ensuite mon chapeau de facilitateur. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut prévenir du rôle que l'on tient. Donc, de l'écoute, c'est beaucoup plus large que ça comme concept. Là. Anne-Marlène en pourra en parler beaucoup plus longuement, je suis certain. Mais ce que je veux amener dans ça, c'est tout ce qui est écoute, c'est comment est-ce que, dans le sens qu'on est prêt et on est stand-by à répondre à tout ce qui se passe pendant la réunion. Il faut se préparer naturellement par rapport à l'écoute. Il faut se mettre dans un état prêt à accueillir l'autre. Tu sais, là, si on arrive à vitesse dans une réunion parce qu'on est en retard de l'autre, puis qu'on débarque, puis que là, on est prêt, on n'est pas dans une posture prêt à être à l'écoute, puis être responsable de tout ça. Naturellement, selon la réunion, ben, notre préparation est plus ou moins longue. Vous comprenez? Puis selon votre expérience, mais si c'est une réunion de vente super importante avec le président d'une compagnie pour une vente de 50 millions de dollars, je suis convaincu que vous ne vous mettrez pas une réunion la demi-heure avant pour être sûr d'être prêt, puis cette préparation-là va se faire naturellement. Ensuite, le non-verbal. En fait, il faut être à l'affût du non-verbal. Parce que le non-verbal va parler beaucoup dans notre écoute. C'est drôle parce que le non-verbal, on n'entend rien. D'accord? Mais ce que je viens de dire, c'est que le non-verbal, il va servir à exprimer quoi? Grosso modo. Il va servir à exprimer de l'inconfort, de la timidité, de l'injustice, de la colère, de la peine, de l'indifférence, du désintéressement. Un paquet de choses qui vont être capables que le non-verbal va vous aider, que vous devez un peu être capable d'aller chercher pour ensuite ça, avec ce non-verbal-là, comprendre dans votre écoute ce que c'est et de pouvoir faire catalyser ou coacher pour atteindre notre objectif qu'on veut aller en fonction de ce qu'on lit des autres. Donc, il faut être à l'affût de la voix. La voix, tu sais, quelqu'un qui se met à parler fort, qui parle doucement, etc., bien, le non-verbal va nous parler. Naturellement, on parle des expressions faciales. On va faire des petits exercices tout de suite après ça. Le regard. Quelqu'un qui vous parle et qui regarde toujours dans les airs, tu sais. Puis qui vous parle et qui continue à vous parler en parlant toujours dans les airs. Bon, il y a un paquet de choses, c'est une autre science en soi, toute la lecture du non-verbal. Mais notre intuition, elle nous dit des choses qu'il faut un peu écouter à travers tout ça. Les mouvements, la posture du corps, les mots que la personne utilise. Et l'autre truc qui se trouve être le positionnement dans l'espace. On fait des exercices. Qu'est-ce que ça vous dit? Elle ne veut pas être là. Elle ne veut pas être là. Elle trouve ça long. Ça, c'est ce que je vois. Là, elle s'ennuie, là. Elle trouve ça plat. Oui. Là, je vous invite à regarder ses yeux. Je ne sais pas, il est où le présentateur, mais s'il est de l'autre côté, ça évoque beaucoup. Oui, c'est ça. Effectivement. Selon ce que le présentateur est, ça donne une idée de comment. Celui-là, il est facile, hein? J'en passe des faciles pour commencer. Je pense qu'elle éprouve beaucoup de plaisir et qu'elle est vraiment contente. C'est ça. OK, on va reculer un peu en arrière, Karine. Ma petite fille de 2 ans, elle dirait pas contente. Ouais. Là, je fais exprès, là. J'en montre des faciles là, pour commencer. Hein? C'est sûr qu'on peut voir de la colère hein, dans ça. Les gestes parlent, le regard, l'expression faciale. Pressé. Pressé. Ouais.
Il y a d'autres choses que je Ou peux il attend proposer. il attend quelqu'un, puis il dit qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'est pas Ouais. là? Préoccupé. Préoccupé. Ça veut dire que sa présence n'est pas là. Mm. OK? Si tu sais, la personne elle regarde sa montre, là, c'est parce que, elle pense à ce qui s'en vient après. Donc, sa présence à elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'on voit que ça fait 3 fois qu'il regarde sa montre? Ben, l'impliquer dans la conversation, là, d'une certaine façon. Oui. Poser une question. Qu'est-ce qu'on Demander peut s'il y a faire? d'autres choses à faire. Peut-être Ok. qu'il regarde sa montre parce qu'il faut qu'il s'en aille ou Ouais. qu'on a dépassé le temps. Oui, mais ça, c'est un peu. Si tu demandes ça, c'est comme. Oui, c'est comme si tu l'inclus moins dans ce temps-là. On peut reconnaître le fait qu'il se sente pressé. Hein? Puis dire, Fernand, c'est comme. T'as-tu quelque chose après? Inquiète-toi pas, on finit ça dans 10 minutes. Hein? Donc, on reconnaît à quelque part, mais en même temps, on va enlever son souci pour le ramener avec nous, puis il sait que dans 10 minutes, genre, ça va être fini. Ou, bon, c'est beau, là, j'ai terminé, tu peux quitter si tu veux. C'est comme, on laisse aller ces choses-là comme ça. Fait que là, ici, on voit une salle. C'est quoi vous voyez, en général? Chacun de son côté. Ben, ils ont tous leurs écouteurs. Là. Oui, OK. Imagine qu'il y a quelqu'un en Zoom, là, tu sais, ou... Ben, ils ont l'air assez relax, confortables. Ça a l'air d'être une rencontre positive quand même. Oui. Ils sont ensemble, mais ils sont concentrés dans leur univers virtuel. Là. Ouais. Ah, je suis d'accord. Ouais. Celui avec le coton ouaté beige, là, ici, là, qu'est-ce que vous voyez de ça par rapport aux Le autres? travail collaboratif. Oui, mais lui, qu'est-ce que vous... Lui, il est détaché. Il est détaché du groupe. Il est vraiment plus encore dans son. Il se divertit avec son écran où il se passe de quoi qui a l'air le fun. Là. C'est ça. Je ne suis pas sûr qu'il est là. Moi, je peux dire, je ne suis pas sûr qu'il est avec nous. Peut-être qu'il l'est, mais je ne suis pas sûr. Celui qui a le t-shirt gris, il est avancé. OK? Lui, là, il veut s'inclure dans le groupe. Lui, il veut amener son point. Lui, son point est important pour lui. Tu sais, là, c'est comme il amène son... Circuler dans ta chaise, tu te détaches plus. Si tu avances, tu es beaucoup plus en... Il est impliqué. Amener plus ton point dans ça. On dirait qu'il veut parler avec la fille avec les lunettes dans le fond à gauche. Là. On dirait qu'il était en train de lui parler. Comme moi, je fais justement, là, je parle, je me suis avancé. Ouais. Puis là, je dis, hey, puis là, ce qu'il vient de dire à la fille, dans le fond, le gars avec le chandail beige, je trouve ça un peu drôle, mais il est concentré dans ses tâches. Le gars avec les écouteurs, lui, il travaille, il n'entend rien. Puis la fille en avant, on ne sait pas parce qu'on ne voit rien. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le lis, là, la situation. Là. Excellent. Puis peu importe, puis en passant, ce que je viens d'amener, c'est que peu importe ce que vous lisez, l'intention, votre intuition, là, elle est probablement fausse. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut juste le valider. C'est ça qu'il faut retenir avec le non-verbal. Il faut simplement le valider, ce que vous lisez. J'en ai un autre. Il y a de quoi d'intéressant dans ça? Ben, le focus, il est dispersé. Là. Tu sens que quelqu'un regarde en bas, un regarde en avant, l'autre regarde de l'autre côté. C'est comme, il n'y a pas une attention commune. C'est ça que je vois. Oui, intéressant. Il y a une fille qui regarde un site avec des photos, l'autre est plus dans son Outlook. Fait que là, il y en a une qui semble plus travailler. En tout cas, ça. Puis on dirait que c'est peut-être la fille avec les cheveux frisés, là, courts, qui parle parce qu'elle a la tête relevée. Ouais. Mais c'est dur à savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans cet angle-là. Là. Mais en fait, moi, ce que je vois dans ça, c'est que c'est comme, je ne sais pas ce qui se passe à l'écran, là,
Mais il y a quelqu'un qui est en train de faire du travail. Il y a peut-être quelqu'un en train de faire du travail, puis l'autre est en train de répondre à ses courriels. Ouais, exact. OK? Fait que comment est-ce que tu vas rechercher cette attention-là? Puis en même temps, ben peut-être que, je ne sais pas, moi, c'est que la personne, là, la deuxième personne, là, elle ici, ben peut-être c'est la grande bosse, puis que tout ce qui se dit, elle sait déjà, elle est juste là pour répondre à des questions plus tard. Hein? Peut-être, là, tu sais. Donc, vous le savez, ça. Fait que vous n'avez peut-être pas besoin de la déranger, elle. Vous n'êtes pas obligé de la ramener dans votre groupe, là. Vous comprenez? Ouais, mais sauf que, dans mon expérience, quelqu'un, mettons, la grande bosse qui n'écoute pas parce que c'est ce qui se passe, ça a une influence sur comment les gens écoutent le présentateur en temps. Oui, exact. Mais ça, c'est peut-être, politiquement, c'est peut-être mieux de le faire après. Mais oui. Ouais, non, c'est sûr. Si t'aimes ta job, là. Ouais. On en fait un autre? Oups. Qu'est-ce que vous voyez? Un brainstorming. Oui. Un atelier de travail. Des gens Dans le attentifs. non-verbal. Ils sont attentifs. Ils participent. Oui. Moi, ce que je lis, c'est que lui ici, je le sens plus détaché que les autres de ce qu'il se dit. Je le sens moins convaincu de ce qu'il se dit que par rapport aux deux autres. Je le sens sceptique. OK? Ça, c'est mon interprétation. Puis elle est peut-être pas. Puis elle est probablement pas bonne. Fait que mon objectif, c'est de le valider. Il en reste 2. Donc là, tu lui aurais demandé qu'est-ce que tu en penses ou? Oui. OK. Exact. Tu n'as pas de l'air sûr de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais déjà, de dire que tu n'as pas l'air sûr, me semble que déjà tu mets un jugement dans. Oui. Effectivement. Comment tu peux faire ça sans comme démontrer que tu as déjà un jugement sur ce qui. Parce que tu n'as pas l'air sûr, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme la personne, tu viens de dire, ton Mais en même temps, non-verbal je me suis m'indique rassurée. ça. Moi, ça me rassurerait que quelqu'un voit ça. Tu sais, j'ai souvent un point d'interrogation d'en face où si on me ramène en me disant ça, je trouve pas ça négatif. Je me sens genre, Karine, t'as pas l'air sûre, as-tu besoin de plus d'explications ou qu'est-ce que t'en penses? Ça ouvre une discussion puis je sens de l'ouverture. C'est sûr que si c'est genre, excuse, t'as pas l'air sûre, ça change le mood un peu, mais sinon, je trouve que c'est une bonne question. En fait, on va en parler tantôt. On va en parler tantôt dans un peu. Je vais passer très rapidement sur les types de communication, puis vous allez voir qu'en connaissant le type de communication, vous allez prendre le bon canal pour pouvoir lui parler, idéalement. Tu comprends, lui? Moi, je trouve que le seul homme dans la photo, il joue avec ses doigts, donc il démontre une certaine nervosité. Ouais. Puis, il est vraiment un petit peu plus reculé, il semble écouter. C'est peut-être sa mère ou sa femme, là, la femme en rose avec les cheveux blonds. Là. Puis, Homme sceptique. Oui, il semble. Ben, en fait, on dirait qu'elle elle parle de lui, de la relation ou de quelque chose. Puis là, il est comme un peu stressé de ce qu'elle dit à l'autre qui a l'air d'une psychologue. Puis. T'as de l'imagination, man. Non, mais quand tu l'as vécu, cette situation-là, tu t'imagines, non, facile. Mais tu sais, je vois quelque chose comme ça, mais je vois quand même une ouverture. L'ordinateur est tourné vers eux, comme pour parler de peut-être concepts que tout le monde va participer. Je trouve que le local est comme bien choisi pour l'écoute et la collaboration. Là. OK. Excellent. Ensuite, je viens de vous parler des bras croisés. Que c'est pas parce que quelqu'un a les bras croisés que ça veut dire qu'il est en fermeture. C'est juste ça que je voulais amener ici. Ou est-ce qu'on voit que tu peux rester en ouverture? Ça peut être parce que tu as froid. Puis souvent, on dit les bras croisés, ça veut dire que tu es fermé. Ça ne veut pas dire ça nécessairement. C'est juste ça que je voulais amener ici par cette photo-là. Pour faire prendre conscience que est-ce que vous les sentez fermés, ces personnes-là, quand vous les voyez? Donc, j'ai pris un petit peu de retard. Je vous propose une pause bio. Je vous propose, il est 1h10, 11h10. Fait que
Si ça ne vous dérange pas, je prendrais un 5 minutes maximum pour pouvoir aller dans ça, pour pouvoir être capable d'arriver à temps. Donc, il est 11h10 à 11h15, on revient par rapport à ça. Ça va pour tout le monde? Yes. Excellent. Oui. Tout de suite. Tout de suite. Je m'excuse, Jean. Oui. Est-ce qu'on va recevoir une copie de la présentation? Sûrement, parce que vous l'avez eu la dernière fois. Oui, puis là, on ne l'a pas reçu. Ben, moi, je n'ai pas eu. Ben, vous avez reçu celle de l'atelier 1? Oui. OK, oui. Ben, celle-là, vous allez l'avoir après, oui. OK. Merci. C'est comme dans la première fois que je la donne, ben, ce que j'amène dans ça, c'est qu'elle est comme pour finir jusqu'à un peu plus à la dernière minute que la deuxième fois que je vais la donner, elle va déjà tout être prête. Ça. Ah, d'accord. Aucun problème. Des micro-détails, des petits micro-changements. Il reste une minute. Je vous invite à revenir, ceux qui sont avec la caméra fermée. On va recommencer.
voilà une. Il en manque encore 4 autres, 3 autres. Il manque Christian, Marc-André, Karine, François. Donc, on va recommencer. Dans ça, ça va bien à date pour tout le monde? Oui? Oui. Oui. OK. Me voici. Donc, dans ça, ce que je veux vous parler ici, c'est comment encourager la parole. Une petite astuce. Comment encourager la parole, comment faire parler quelqu'un par rapport dans le groupe. En fait, il y a plusieurs façons. La première, ce que je peux dire, c'est reformuler la question. Donc, comment est-ce qu'on veut que le groupe parle? Bien, on prend la question qui a été dite, puis on fait simple, absolument facile, on reformule. Donc, telle question, vous n'avez pas répondu comme il faut. Ça ne bouge pas assez, bien, on prend d'autres mots pour dire la même chose. On répète ce qui a été dit. Ce n'est pas la même chose que reformuler la question, pour moi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a dit quelque chose, donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, François, la question que tu poses, c'est beaucoup plus de A, B, C, D, E. On dit en d'autres mots, OK, c'est ce que je viens de dire. Okay? Donc, on dit en d'autres mots et on assure la conformité. Donc, si j'ai bien compris, ce que tu veux expliquer, c'est ça. Est-ce que, OK, c'est bien ça si tu voulais que dans ce que j'ai dit? Oui, bon, ben parfait. Qu'est-ce qu'on pense à ça? Comment on répond à cette question-là? On amène la conversation au centre versus la diriger. Souvent, dans des réunions, il va finir par avoir un dialogue entre deux personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, OK, on essaie d'éviter la conversation juste vous deux, ramener la conversation au centre de la table comme si on parle à tout le monde, versus parler à quelqu'un, toi, Roger, qu'est-ce que tu penses de ça? On clarifie le flou. C'est bon? Et si on va maintenant vers un participant précis vers qui on veut parler, on veut que cette personne-là parle. On va établir un contact avec cette personne-là. OK, Karine, tu es là? Oui. OK, qu'est-ce que tu en penses de quoi de ça? Vous avez remarqué que j'ai dit, je l'ai adressé à lui par son nom. Petite banalité, mais ça permet de ramener la personne. Quand on entend notre nom, la personne est sur son laptop en train de répondre à ses courriels. On entend notre nom, on va lever les yeux. Hein? Donc, on va être capable d'aller chercher son écoute. On utilise le bon mode de communication. En fait, dans ce bon mode de communication-là, je pourrais vous en parler pendant 3 autres heures faciles. Il existe plein de modèles sur les modes de communication. Je vais vous en parler d'un très vite qui s'appelle le process communication. La process communication, il y en a qui connaissent peut-être le modèle avec les 4 couleurs, le rouge, le jaune, le bleu, l'analytique, l'empathique, etc. Moi, j'en amène avec un autre modèle qui s'appelle le process communication, simplement pour vous donner une autre façon de voir les choses. La première mode de communication, c'est l'émotionnel ou l'empathique. 30% des femmes utilisent ce canal-là pour communiquer. Donc, généralement, l'empathique a besoin d'être reconnu en tant que personne et d'avoir des stimulations, ce que j'appelle sensorielles, dans le sens qu'on doit aller chercher ses sens à elle. Okay? Les gars, c'est quoi le pourcentage? Ce que je dis, c'est 30% de la population, c'est surtout des femmes, excuse-moi. Majoritairement des femmes. OK. OK? Ce que je veux dire, c'est, tu te sens comment là-dedans? On parle avec comment le ressenti. Donc, quand on va vouloir parler avec la personne, on va prendre des mots qui parlent avec le cœur plus qu'avec la tête. Le deuxième, ça va être par le rationnel.
c'est 25 de la population et c'est 70 des hommes. Donc, le travailleur-man a besoin que son travail soit reconnu. Puis lui, il va être très attaché par la méthode. OK? En premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième étape, c'est quoi? Ça, c'est le rationnel. Donc, tu sais, là, c'est comme, bon, Christian, peux-tu me dire les étapes que ça prend pour pouvoir faire une bonne réunion? Okay. Tandis qu'à Karine, naturellement, j'irais plus avec, serais-tu capable, tu te sens-tu capable de me dire comment est-ce que ça serait quoi les 5 bonnes étapes d'une réunion? Je pose la même question, mais avec une autre façon de l'exprimer. Le troisième, c'est par les opinions. Il y a 10 de la population qui est là. C'est quelqu'un que, quand il va parler, il va dire « je pense que, je crois que ». C'est quelqu'un qui va toujours amener une opinion quand il s'émène, quand il communique. Donc, si tu veux parler à quelqu'un que tu as reconnu dans ton groupe qui est dans cette caractéristique-là, bien là, tu vas lui dire « François, tu penses quoi de ça? » Tu vas aller chercher son opinion. L'autre après, ce que j'appelle le cérébral, ça aussi, c'est 10 de la population. Le cérébral a besoin de solitude. Il a besoin de se ramener à lui. OK? Donc, Marc-André, OK, tu n'es pas du tout de ce type-là, là, mais que j'ai ce perception. Mais OK, prends le temps d'y penser, je te reviens à la question prochaine, puis là, tu passes avec une autre question, puis tu reviens à la personne après. Parce que lui, le cérébral a besoin de prendre la question, y penser, puis après ça, répondre. Je vais très vite là-dessus, là, ce que je tiens à vous dire, parce que je pourrais vous parler pendant 6 heures de temps de ça. Le dernier, c'est le ludique. Ben, pas le dernier, l'avant-dernier, c'est le ludique, qui lui est dans le jeu, qui lui a besoin de contact. OK? Si on est dans une réunion, là, tu vas même quasiment le toucher. Tu vas aller chercher ses émotions, mais par des onomatopées, par des high-five là-dedans. Hey, c'est comme « Hey, Marc-André, tu es capable de me dire ça? Let's go, go, vas-y. » Ça, c'est comme on va parler ludique à ce moment-là avec la personne. Et le dernier, c'est 5 qui, lui, on parle par énergie. C'est au niveau de l'énergie. La différence entre le ludique est très dans le carpe diem, de vivre des moments. Celui qui est dans l'énergie, lui, va être dans le futur. Lui, ce que tu vas vouloir lui dire, c'est que tu vas lui parler du résultat final parce que lui, il se projette déjà par après. Les vendeurs sont souvent là, dans le côté plus promotion. L'image que j'ai tout le temps, quelqu'un là-dedans, c'est que quand tu sais, je ne sais pas moi, un vendeur de voitures, mais quand il a demandé à la personne quelle couleur tu veux ta couleur, ton auto, puis la personne a dit la couleur, là, mais lui, sa vente est faite. Son esprit n'est plus là, il est rendu plus loin. Fait que lui, il faut aller le chercher par qu'est-ce qui l'amène encore plus dans le futur pour se projeter. Lui, c'est l'énergie du futur qu'il veut. Tu vas aller, lui, sa tête est déjà rendue plus loin que qu'est-ce que toi t'es. C'est bon? Comme je vous dis, je passe très vite là-dessus. C'est quoi la différence entre rationnel et cérébral? OK. C'est les mots que j'ai utilisés. Là, mais le rationnel, lui, tu vas y parler beaucoup par sa tête, mais tu vas vouloir y amener des faits. Tandis que le cérébral, tu veux lui laisser le temps d'absorber, de prendre ce qu'il y a et de le recevoir. Dans la process communication, il appelle ça le rêveur, le cérébral. OK. Merci. Puis je ne peux pas me permettre d'utiliser ces mots-là parce qu'ils appartiennent à la process communication, puis ce n'est pas une formation en process communication que je vous donne. Je vous donne des cues d'utiliser le bon mode de communication. Puis en fait... C'est ça, puis ça, il y en a, il y a plein de différentes systèmes. Tu as le HDBI Brainson qui est un autre qui est très populaire. Là, j'ai comme un blanc de mémoire, là, mais je vais y revenir, mais il y en a des systèmes, c'est sûr que
c'est de la communication en général. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'être un bon communicateur, puis d'être à l'écoute, puis d'adresser ton message selon l'auditoire ou la personne qui est devant toi, dans le fond. Exact. Puis d'adapter ton message en fonction de comment l'autre est. C'est ça que je dis. L'autre, ceux qui sont intéressés par ces sujets-là, c'est l'énéagramme. Oui, l'énéagramme, c'est ça. L'énéagramme, c'est probablement, en tout cas, c'est un des systèmes les plus puissants. Là. C'est très élaboré si tu veux mieux connaître ça, mais ceux qui sont en vente, c'est extrêmement puissant à connaître ces systèmes-là pour pouvoir bien dealer avec tes intervenants. OK. Je ne savais pas que tu connaissais l'énéagramme, François, parce que je le connais aussi beaucoup. Ouais. OK. Il est plus complexe à expliquer en 5 minutes. OK. Donc, ça va pour ça, notre astuce. Maintenant, on tombe avec un autre principe de base en facilitation, les règles d'équipe. Donc, dans une équipe qui a à se voir souvent, les règles d'équipe deviennent importantes. Puis ça se fait avant. Donc, il faut prendre le temps de parler de nos règles d'équipe. Surtout, comme vos réunions, Marc-André, Karine, François, mais prendre le temps d'établir des règles d'équipe de vos réunions, comment est-ce que ça marche, bien, c'est important de le prendre. Ça. Donc, il faut prendre le temps de ça. Il faut s'en servir comme cadre des règles d'équipe. On va décider, je vais vous en montrer tantôt des exemples. Il faut être prêt à s'adapter avec ces règles d'équipe-là, mais il faut les définir. Il faut les remettre en question régulièrement. Puis, il faut avoir l'autorisation du groupe pour les changer. Donc, je vous amène des exemples. Une des règles d'équipe, c'est on fait quoi avec les retards de réunion? Quelqu'un qui arrive en retard, on fait quoi? Fait que si on a décidé d'avance comment est-ce qu'on gère les retards ou les absences, bien là, on gagne en efficacité. Tu le sais si tu attends ou si tu n'attends pas. Tu sais dans quel cas tu attends, dans quel cas tu n'attends pas. Puis si quelqu'un est absent, ça annule-tu la réunion? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être au moins, s'il manque une personne, on y va pareil? C'est le genre de truc que dans des règles d'équipe, on décide d'avance. Excuse-moi, Jean, est-ce que c'est l'équipe concernée ou c'est basé sur l'idée de l'entreprise? Par exemple, dans une très grosse entreprise, parfois, on peut être habitué de travailler d'une façon, mais quand on est avec 2 ou 3 collègues qu'on connaît bien, on peut comme s'adapter. Est-ce que c'est ce genre d'adaptation-là dont tu parles ou c'est vraiment comme at large, on s'assure que pour tel projet, voici ce qu'on va faire, qu'on s'enligne avec ces règles-là? Moi, ce que je dis, c'est que si tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un d'une manière régulière, tu prends les règles de base qui font partie de la culture de l'entreprise, puis ces règles-là, tu les valides et tu les mets à ta sauce. Ou sinon, on va en parler dans la prochaine formation, là, mais du processus de décision. Comment est-ce que notre groupe, on prend les décisions? Quels sont les comportements qu'on s'attend à ce que chacun aille? Est-ce qu'on accepte que quelqu'un se réponde à ses courriels pendant la réunion, oui ou non? Comment est-ce qu'on accepte et on refuse les réunions? Comment est-ce qu'on gère le calendrier des autres? Comment est-ce qu'on veut que la facilitation se fasse? Il y a plein de façons de parler de ces règles-là. Attendez-vous pas à vous écrire, bon, OK, à soir, aujourd'hui, on s'installe, là, puis on écrit la liste des règles pour les réunions qu'on fait, puis là, on part, puis on écrit la loi, puis ça ne se passera pas parce que vous ne serez pas capable de les respecter. Ce que je vous propose, c'est d'avoir quelque chose qui est on the side, puis que quand vous décidez comment est-ce que vous faites quelque chose, vous le mettez à jour dans ça, au fur et à mesure que vous le vivez. Le plus facile, c'est qu'on commence par les retards et les absences. On fait juste décider ça. Puis après ça, puis vous mettez régulièrement des spot checks à tous les 3 mois, tous les 6 mois en tant qu'organisation pour dire, mais maintenant, les retards, les absences, est-ce qu'on reste ça de même? C'est-tu d'autres choses qu'on veut vivre? Parce que ça, tout ça, là, ça l'enlève des frustrations. Ça l'enlève ça l'enlève des frustrations. On va vouloir... On va se plier à ces règles-là. Puis en fait, pour ne pas respecter la règle, il y a 3 options.
il y a on change la règle pour toujours, on la change exceptionnellement ou on respecte la règle. Mais on doit être conscient qu'on la brise et qu'est-ce qu'on fait avec ce bris de règles-là. Mais si on s'est entendu pour les dire, mais si on s'est entendu d'avance, comme j'explique, on enlève de la frustration. Hey, le boxeur m'a donné un coup de poing d'en face. C'est dans les règles, OK? On a le droit de donner des coups de poing d'en face à la boxe. Vous comprenez? Ça va pour ça? L'avant-dernier, la gestion du temps. Dans la gestion du temps, je vais vous expliquer 2-3 méthodes pour gérer le temps dans une réunion. La première, j'appelle ça le time boxing. Donc, le time boxing, c'est de la gestion par bloc de temps qui consiste à allouer la réalisation d'une activité donnée d'une durée fixe volontairement limitée dans le temps. On dit on en parle pendant 15 minutes. Donc à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que 15 minutes après, tu mets un timer et 15 minutes après, il y a le buzzer, on passe au prochain sujet. Mais encore une fois, c'est une règle d'équipe. Vous comprenez? OK, hey, ça, on va faire un time boxing là-dessus. Tout le monde est d'accord? Oui, parfait. Fait que si c'est pas fini dans 15 minutes, on est d'accord de tout arrêter puis passer à d'autres choses. Le Pomodoro, il y en a-t-il qui connaissent ça? Oui. Pomodoro, c'est une technique qui utilise une minuterie pour décomposer le travail en intervalles. Ils disent traditionnellement, c'est 25 minutes. Ça sert surtout en atelier de travail, par exemple. Donc, à chaque intervalle, quand l'intervalle qu'on a dit est terminé, bien, le groupe décide si on continue ou on arrête ce truc-là. C'est quoi la différence? Parce que là, moi, je connais bien le Pomodoro, là, mais je trouve que c'est dans le fond du time boxing, c'est juste un autre nom, c'est juste. C'est très similaire, là, je vois pas. Plus. Pardon? Non, je fais 3 time boxing plus, là. OK. La seule différence qui se rajoute au time boxing, c'est que tu peux décider du temps global que ça va. Dans le Pomodoro, là, tu veux dire, on se rencontre pendant 3 heures de temps, mais on time box ça par 25 minutes. Et à chaque 25 minutes, on valide si la valeur est toujours là et si ça vaut la peine de le continuer. OK, donc dans le fond, tu t'inspires du concept de Pomodoro pour gérer une réunion. Oui, c'est ça. OK. Quand tu parles d'un sujet. Puis en fait, moi, ce que je propose, c'est le time boxing hybride qui ressemble beaucoup au Pomodoro puis au time boxing. C'est que 5 minutes avant la fin prévue, on décide si on poursuit pour une période de temps X en étant conscient que les autres sujets ne seront pas couverts. Puis là, 5 minutes, là, c'est relatif en fonction de la durée de l'activité, là. Mais ce que je veux amener par là, c'est qu'on va parler de ça pendant 30 minutes. Après 25 minutes, on dit, est-ce qu'on arrête à 30 minutes ou est-ce qu'on continue après? Donc, c'est un Pomodoro dans lequel on se donne le temps de conclure. Parce que ce que je remarque dans le Pomodoro, de ce que je vis, qui est comme complexe un peu, c'est on travaille, on fait un punch, on fait un bout de 25 minutes, puis après ça, ben, on repart un autre 25 minutes. Ça, c'est le Pomodoro dans sa pureté. Tandis que par mon time boxing hybride, c'est que tu t'arrêtes, puis tu prends conscience que, OK, là, on tourne en rond depuis un bout. OK, on garde les 5 minutes qui restent pour conclure ou de décider la suite de ce qui va se passer. Donc, dans ces 5 minutes-là qui restent, si tu dis, OK, on termine ça, mais on prend les 5 minutes qui restent, pas pour continuer le travail, mais pour conclure ce qu'on a travaillé de. C'est ça la nuance qu'il y a entre le Pomodoro et mon time boxing hybride. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, au lieu d'avoir un hard stop, c'est comme, OK, 25 minutes est fini, bang, on fait autre chose. Où tu prévois à l'avance une période tampon de décision. Oui, pour fermer. Pour fermer puis conclure. Oui, c'est ça. Si vous vous souvenez de mon récit que je comptais, là,
que je racontais, là, tu sais, là, que toc, 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 on cogne à la porte. Puis là, ben, excuse, on avait une réunion prévue. Tout le monde ferme ses affaires, s'en va. Mais ça sert à couper cet effet-là. Ça sert à sentir qu'on a terminé le sujet sur lequel on parle. Puis peut-être que la décision qui vient de ça, c'est qu'il faut s'en remettre une réunion, il faut en reparler à la prochaine heure du jour. Il faut le mettre au prochain heure du jour. On va avoir besoin de 2 heures pour en parler. Ou Lorraine et Christian, vous allez travailler là-dessus, puis vous allez nous revenir. On est capable de conclure et créer de la valeur avec le temps qu'on vient de passer. Moi, je trouve que c'est très... Tu sais, ça, ce sujet-là, c'est ma spécialité, la gestion du temps. Oui. C'est très relié à comment les gens respectent leur propre temps et le temps des autres. Oui. Right? Fait que si la personne, elle se fout un peu d'être en retard à la prochaine rencontre ou elle n'est pas présente au fait que l'autre va peut-être être en retard, puis tout ça, pour bien des gens, ça devient comme complètement inutile parce qu'ils s'en foutent, littéralement. Là. Oui. Il y a comme une présence d'esprit à respecter les autres. Oui. Et à comprendre que si tu arrives en retard, si tu es en retard, tu sais, cette gestion-là de retard est reliée à comment tu respectes justement l'horaire des gens. Fait que je pense que c'est un sujet super intéressant. Il ne faudrait pas que je parte là-dessus. Je vais voler le reste de ton cours. Fait que, mais je sais pas comment quelqu'un dans un cours comme où on aborde ça, comment le structurer. OK. Mais le time boxing hybride, je trouve ça super intéressant. Ça, je ne l'avais jamais entendu comme ça. J'adore ça. OK. Ça vient de Jean. Okay. Mais est-ce que... Ben, c'est vrai. Mais ce que je viens qu'amener, c'est dans ton exemple, Karine, que tu nous as amené, là, mais après 10 minutes de votre meeting de 15 minutes, hey gang, on est parti sur une chire, là, qu'est-ce qu'on fait? Okay. Je te promets que j'ai essayé. Okay. C'est bon pour ça? C'est fantastique, merci. J'adore ce point-là. OK. Une astuce pour reprendre le contrôle d'une rencontre. En fait, comment, là, on passe une chire. Hein? On passe une chire, on ne parle plus du sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre le contrôle comme facilitateur? Bien, on ramène l'intention de départ. Hey, gang, on se rappelle qu'on est venu ici pour ça. Je pense qu'on est hors sujet. Hein? On rappelle de l'heure et la durée restante de la réunion. Hey, il est 11h38, il nous reste 20 minutes. J'aimerais ça qu'on soit capable de conclure là-dessus. C'est là que la première minute doit être importante. Parce que si tu n'as pas bien précisé ton intention dès le départ, tu ne peux pas revenir sur tes intentions. Exact. Et le dernier, c'est le parking ou le stationnement. C'est-à-dire que ce sujet-là, il est super pertinent. On l'inscrit au tableau dans le parking. On en parle à la fin si on a le temps ou on va se céduler une réunion pour en parler. Ça s'appelle le stationnement, tout simplement. Donc, comment que la réunion à part, puis là, on n'est plus en train de vouloir atteindre notre intention, puis atteindre nos conditions de succès. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est des trucs comme ça pour ramener le focus vers pourquoi on est là. Puis encore une fois, ça peut être une règle d'équipe. OK? On peut décider de dire, OK, on peut dire, on arrête là. Là, ça, c'est un sujet important. Est-ce qu'on oublie l'ordre du jour, puis on travaille là-dessus, ou encore on le parque? Ça va? Tu sais, vous n'êtes pas, si on est facilitateur, on catalyse la valeur que la réunion doit générer. Donc, on décide qu'est-ce qu'on veut faire avec ce temps-là. Donc, la gestion des retards et absences dans les règles d'équipe. L'autre truc que je voulais vous parler. On fait quoi avec les retards et les absences? Bien, en fait, la réponse, c'est ça dépend. Il faut se définir des règles d'équipe bien définies par rapport à ça. Puis il faut toujours ramener nos décisions sur cette règle d'équipe-là, sur les gestions des retards et des absences, sur comment ils sont orientés sur la valeur d'affaires. Je n'irai pas dans les détails parce que François, on peut en parler longtemps. Mais il faut vivre avec les impacts de nos gestes et en être conscient. Donc, quelqu'un qui arrive en retard, en connaissant les règles d'équipe ou qui est absent, bien, vit avec l'impact de son retard ou de son absence. Et il doit l'assumer.
C'est bon? Je pourrais en parler beaucoup plus longtemps de ça. Puis l'exemple que je sors toujours dans ça, je pourrais peut-être le sortir très rapidement, mais j'ai une réunion qui finit à 10 heures, j'en ai une qui commence à 10 heures, puis j'ai une envie d'aller aux toilettes épouvantable. Qu'est-ce que je fais? Mais en fait, la réponse, c'est ça dépend de la réunion d'avant, ça dépend de la réunion d'après, puis ça dépend du niveau d'envie qu'on a, tout simplement, et des impacts qu'on peut avoir, de l'impact d'arriver en retard, de quitter avant, l'impact d'arriver en retard et l'impact de pisser dans ses culottes. OK? Mais c'est ça, ça revient au même point que tantôt. Je pense que ce sujet-là de gestion du temps, c'est vraiment large. Là. Tu t'amènes ça, c'est comme... Il y a des organisations, mais tu le sais déjà, tu es là-dedans. Il y en a qui tolèrent les retards sans aucun problème. Puis les gens, tu vois, personne ne dit rien, puis tout est correct. Puis d'autres que c'est comme à petite école, à E5 qui ferme la porte, puis tu es embarré, là, tu sais, quasiment. Fait que moi, ce que j'amène, c'est qu'il faut que l'équipe soit d'accord sur les règles. OK? Puis est-ce que tu ne vis pas de frustration? Donc, la facilitation, la dernière item, le dernier principe que je veux vous apporter, c'est générer de la valeur. Donc, dans les 5 principes, un des principes, c'est comment est-ce que vous générez de la valeur. Puis en fait, comme facilitateur, vous devez avoir en tête de l'efficacité avant tout. De s'assurer que tout le monde qui est là, c'est les bonnes personnes, tout le monde est là parce qu'on veut être capable de générer le plus de valeur possible dans la réunion. On va rester focus sur l'attention, on va s'adapter parce que notre intention, c'est de générer de la valeur. Si la réunion ne génère pas de valeur, on arrête la réunion, point. En fait, on est prêt à remettre en question tout au nom de la génération de valeur. C'est là qu'on va chercher de l'efficacité. J'ai mis un lien dans ça, vous pourrez fouiller, là, Meeting Cost Calculator. Il y a plein de sites web qui l'offrent. Sur le Meeting Cost Calculator, là, vous mettez, il y a plein de façons, là, mais vous mettez en gros le salaire à peu près annuel de chacun. Là, puis là tu pèses un piton, puis tu vois à l'écran comment que le meeting coûte depuis le début du meeting. Est-ce que ça inclut le coût de la salle en plus? Je sais pas. Il y en a qui vont jusque-là. Celui que là, il ne fait pas. Celui que j'ai mis en y parler. C'est un gros. Mettons, moi, je décide, on va toute l'équipe d'Improve avec les Tata, puis on veut faire une rencontre avec 10 personnes. Il faut que je loue une salle. J'en ai pas en ce moment. C'est un coût, là. Oui. Les déplacements, Fait que vous comprenez comment ça coûte la réunion. Fait que c'est important d'être focus, d'en être maladif sur la génération de valeur. Si dans toute la formation, vous venez de pogner cette maladie-là, qu'une réunion doit générer de la valeur au maximum, mais moi, je vais atteindre mon objectif. Parce que naturellement, vous allez générer le 50% plus d'efficacité dans vos réunions parce que vous allez être maniaque à vouloir générer de la valeur. Sinon, on appelle ça un 5 à 7. OK? C'est bon pour ça? Et même là, il y a des 5 à 7 qui génèrent de la valeur. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on a terminé les principes de validation, de facilitation de réunion. On est rendu maintenant à la 4e étape d'une réunion. La première étape, c'était la préparation. La deuxième, c'était la première minute. La troisième, c'est la facilitation. La 4e étape, c'est la dernière minute. L'importance de ça, c'est de finir fort. Il faut qu'une réunion finisse forte. Il faut qu'une réunion finisse. Il faut toujours terminer une réunion. Comment la finir? Par mon time box hybride que j'ai parlé, ça permet de terminer la réunion. 5 minutes à la réunion d'1 heure, il y a un hard stop 5 minutes avant la fin de la réunion pour finir la réunion. Pour sentir que tout le monde a eu de la valeur qu'il y a. Donc, on doit valider l'atteinte
de l'intention et des conditions de succès définies dans cette dernière minute-là. Bon, ben parfait. Notre objectif, c'était de faire ça. Tout le monde, est-ce que tout le monde est d'accord qu'on a atteint notre objectif? Oui, cool. Yes, on célèbre. On célèbre le succès. On exprime un mini résumé de ce qui a été accompli. Tous s'expriment sur la pertinence et la valeur de la rencontre. Ça, c'est dans un monde idéal. Trouvez-vous que ça valait la peine? On a-tu été efficace? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Tout le monde peut avoir le droit de s'exprimer là-dessus. Ça fait au moins 5 minutes avant la fin, comme j'ai dit. On organise la suite dans cette dernière minute-là. C'est quoi la suite de ça? Comment est-ce qu'on s'organise une autre réunion? C'est pas obligé d'être hyper formel puis définir tout l'agenda, mais on nomme le responsable de la prochaine étape. On s'assure qu'il y a un minimum d'actions qui ont lieu dans ça. On mesure l'efficacité de la réunion. Et c'est là que j'arrive avec mon tableau que vous avez déjà vu. Ce tableau-là que vous avez déjà vu, bien, vous mettez les gens, vous demandez aux gens de positionner où est-ce qu'ils sont dans ce tableau-là, en termes de quelle est la valeur d'affaires qui a été générée dans la rencontre et quelle a été leur contribution personnelle dans la réunion. Ils mettent un X à quelque part dans ça. Dans les réunions en présentiel, c'est beaucoup plus facile. Hein? Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on est capable après ça de mesurer. Oui, Marc-André. Est-ce qu'avec ça, quand tu mesures à la fin, mettons la personne elle a eu une contribution personnelle de 1, oui. Et la valeur d'affaires de la réunion, c'était un 5. Est-ce qu'il y a comme une place où tu dis, ben, tous ceux qui étaient en bas de 2, mettons, ils étaient superflus à la réunion, puis tous ceux qui étaient au... Tu sais, y a-tu comme tu fais-tu une addition des deux, puis tu dis à partir de tel... Je te dirais que ça dépend. Ça va dépendre de ton type de réunion. OK, une réunion d'information, c'est normal que la contribution personnelle soit dans le haut. Ce soit dans le 1 plutôt. Tu comprends? Mais si c'est une réunion statutaire, c'est pas normal. Puis en fait, ce tableau-là, il est très utile pour se mesurer dans le temps comment qu'on évolue. Tu sais, là, c'est fait juste une règle là, de 5 x 5, ça donne 25 points, ça donne 1 point, ça donne... Faut que je avec mon doigt. Ça donne 4 points, ça donne 9 points, etc. On est capable de mesurer l'évolution de ça dans le temps. Puis j'arrive, François. Oui. Puis dans ça, la contribution personnelle, vous pouvez mettre d'autres choses que là. C'est comme, vous pouvez mettre la contribution des gens de l'équipe en général. Tu sais, mais quelque chose de, je ramène juste lié à l'intention, qui est le quoi, qui est dans la valeur d'affaires, puis est sur l'humain dans la contribution personnelle. Vas-y, François. Parce que il y a une... Ouais, mais parce que dans la contribution personnelle, même si je suis dans un meeting d'information, comme quelqu'un qui assiste à ça, juste dans ma présence, dans mon écoute, dans mon non-verbal, je peux contribuer. Oui. Je peux être 5. Oui. Cette partie-là, je pense que c'est important de... Les gens ne se rendent pas compte, surtout moi, j'anime plein de rencontres juste comme formateur. Tu sais, que tout le monde active la webcam, que les yeux sont là, qu'il se passe, que je vois le non-verbal. Tu sais, je vois Marc-André qui vient de faire ouais, tu sais, il écoute, il se passe de quoi, tu sais, il est vivant, tu sais, Christy, même si personne n'est pas participante active, comme telle, elle peut participer activement. Je pense que c'est un point qui, je pense que c'est important de mentionner. Je ne sais pas comment on peut l'inclure là-dedans, parce que là, c'est beaucoup le facilitateur, mais si tu as 5 personnes dans une rencontre ou 20 personnes, en tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'exprimer, là, mais moi, je vais aller dans des rencontres, des fois, une formation, on est 12. Les 12, je les sens, où il y en a 8 sur 12 qui sont super. La formation a été écœurante, puis des fois, je vais avoir un groupe de 6, puis les 6, c'est des deadbeats qui veulent rien savoir, puis c'est comme, moi, peu importe comment je suis bon, puis c'est comme, mon énergie fait ça dans la rencontre, là. Mm-hmm. C'est ça. Fait que contribution personnelle, je pense qu'elle peut être 5, même si je suis participant.
sais pas ce que tu en Oui. penses là, de cet aspect-là ou comment Oui. tu l'abordes. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut bien le définir par contre. Il faut bien le définir au départ quand on l'explique ça. Mais encore une fois, c'est que si ce tableau-là, vous le prenez et vous le mettez dans vos règles d'équipe, ben, on n'a plus besoin de l'expliquer à la longue. Le monde le savent. Oui, je comprends. OK, merci. Puis pour mesurer le 50% d'efficacité, là, ben, c'est que vous regardez là, comment est-ce que vos réunions sont aujourd'hui, en général, puis vous regardez comment est-ce qu'ils vont être, puis vous allez être capable d'évaluer compter votre pourcentage d'augmentation que vous allez avoir dans ça. C'est bon? L'après-réunion, 5e étape. L'après-réunion, en fait, c'est là qu'on va parler des minutes, du plan d'action, de l'imputabilité et de la responsabilisation de chacun. Puis, on va régler le volet administratif qui va avec la réunion. Pour moi, je ne passe pas beaucoup de temps à vous en parler beaucoup plus que ça parce que c'est si nécessaire qu'un résumé, un plan d'action qui va être envoyé. L'important, c'est d'avoir un responsable pour faire chaque thème. OK? Donc, si on a des plans d'action, il faut savoir qui est responsable de chaque thème du plan d'action. Mais ça, pour moi, ça va au-delà d'animer la réunion. Ça va dans la responsabilisation et le travail d'équipe. Le volet administratif, c'est quoi? C'est la prochaine rencontre. Qui s'occupe de la bouquet? C'est quoi? S'il y a un rapport à produire, à remettre? C'est qui le chien de garde de s'assurer que tout le monde fait ce qu'ils ont dit dans leur plan d'action? Ça, c'est pour moi ce que j'appelle le volet administratif. Dans tout ça, on parle du professionnalisme de chacun dans le cadre de leur travail. On parle moins du côté réunion, de comment est-ce qu'on rend nos réunions efficaces. Mais s'il y en a à l'avoir, il faut que ça soit fait. C'est ça le message que je veux dire. Donc, aujourd'hui, avez-vous des questions? Parce que nos objectifs qui étaient de maîtriser le déroulement d'une solide réunion de la première à la dernière minute, d'adapter la facilitation afin de maximiser les résultats de la rencontre, puis créer un cadre de fonctionnement pour générer du succès. Est-ce que vous pensez que vous avez atteint, est-ce que vous êtes allé chercher des connaissances pour être capable de faire ça? Et si vous ne le pensiez pas, est-ce que vous feriez oui de la tête? OK. Ben, pour ma part, oui, mais c'est beaucoup de matière à mettre en essai, là. Oui. Et c'est l'expérience. Maintenant, vous allez être consciente de ça, que ça existe, et le reste, c'est l'expérience qui va vous aider à l'assimiler tranquillement. Si vous revenez à ça régulièrement, vous allez être capable tranquillement, puis en faisant des rétrospectives sur vos réunions chacun, puis de regarder qu'est-ce qui s'est passé, comment là-dedans ça s'est passé, mais vous allez être capable de vous améliorer. Je pourrais vous faire du coaching aussi, là, on the side, par rapport à faire la plante verte dans une réunion, puis vous regardez aller pour pouvoir vous faire du feedback après. C'est le genre de service que j'offre. Il ne faut pas oublier aussi le contexte de ce premier cours-là, comme on l'a créé. Il va faire partie d'un ensemble de formations. Comme Nathalie, tu as suivi le cours Efficace comme un pro. Il y a ce cours-là, puis on a l'académie aussi avec l'abonnement qui va faire en sorte qu'on va... Il y a plein de contenus que Jean a proposé là-dedans qu'éventuellement, on va approfondir aussi. Tu as certaines choses là-dedans qui sont super intéressantes et qu'on va pouvoir ajouter. Puis en même temps, on est en période justement où on teste le contenu, tout le monde en équipe. On a invité des gens de l'externe. Merci d'ailleurs tout le monde d'être là. Comme j'ai dit dans le premier cours, la qualité de la préparation de gens est continue. Là, elle est là, puis il y a des choses qui sont super fortes. Puis en même temps, la quantité, comme tu dis, Nathalie, pour dire « Ah, je mets ça en application », il y a plein de petits détails. Il y a des contenus avec Jean qu'on va créer, des petits aides-mémoires, des petits PDF ou des choses où on va être en communication avec vous au fur et à mesure que le cours se matérialise ou le terme que je cherche.
mais comme se construit avec le temps. Là. Fait que vous allez être au courant de comment les choses vont évoluer aussi dans les prochains mois. Donc, l'atelier 2, c'était de découvrir 5 concepts de base de facilitation de réunion qui permettent d'atteindre des résultats incroyables. Votre prochaine réunion sera déjà plus orientée résultats. Oui, parce que le 5e principe dans la facilitation dit que vous en êtes maladif d'atteindre de l'efficacité dans vos réunions. Pour la prochaine réunion, votre exercice. Encore une fois, ça va être de préparer au moins une réunion dans votre contexte réel, de faciliter la rencontre, mais de prendre du temps pour réfléchir et noter le processus, le ressenti, les résultats obtenus, puis où est-ce que ça a bien été, où est-ce que ça a mal été. Vous avez vu le genre de conversation qu'on a eu tantôt. On va avoir le même genre de conversation la prochaine fois, mais on va parler beaucoup plus à ce moment-là de tout ce qui se parle de facilitation et de la première à la dernière minute de la réunion versus la préparation proprement dit. Y a-t-il des questions sur l'exercice? Non. Et donc, ce qui va nous amener à l'atelier 3, okay, où est-ce que je vais vous amener à découvrir 10 moyens simples pour catalyser les prises de décision et la synergie d'équipe. Donc, on va travailler encore dans un volet de facilitation, mais on va travailler beaucoup plus dans des trucs pour pouvoir aider la prise de décision, comprendre c'est quoi la prise de décision, puis d'être capable de travailler dans la synergie de l'équipe pendant la réunion. On va parler un peu des comportements toxiques en réunion. C'est tous les sujets qui vont être parlés la prochaine fois. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean. Merci. Merci, mon Merci, tout le monde. Bonne journée. À la semaine prochaine, tout le monde. Karine. Bonne semaine.